Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui avec la review du chapitre 974. J'avais pas prévu d'en faire une, mais au vu de la grande révélation du traître, je me devais de faire cette petite vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais adresser un petit mot sincère à Skentrad qui vient de perdre un de leurs membres, Dylan. Alors je tenais sincèrement à présenter toutes mes condoléances à sa famille et au staff, et relever quand même le fait que malgré une chose aussi horrible soit-elle, ils nous ont fait parvenir ce chapitre, et sans eux, il serait quand même bien compliqué d'avoir notre dose de One Piece hebdomadaire. Donc un grand merci à eux pour leur travail et tout mon soutien. C'est peut-être un petit peu maladroit, mais je tenais à le faire. Sur cette parenthèse, cette review peut commencer. L'ouverture de ce chapitre fait place aux acteurs Kiyoshiro alias Denjiro et notre cher Iori sous les traits de Loiran Komurasaki. Ils nous révèlent leur plan pour redistribuer l'argent acquis et la mise en place de l'éventuelle mort de Loiran dans un cas de force majeure. Donc plusieurs choses à noter à ce sujet. Dans le précédent chapitre, il nous avait été révélé que la véritable identité de Kiyoshiro était Denjiro. Et malheureusement, l'opening avait donc bel et bien spoil cette info, à savoir si tout ça était une volonté d'Oda ou non. En tout cas, il faut pas enlever le mérite à ceux et celles qui avaient pu le théoriser avant l'opening, donc bravo à eux. Cependant, Denjiro n'était pas seulement Kiyoshiro, mais le véritable Ushimitsu. Et ça, c'est une assez bonne nouvelle pour moi, puisqu'en effet, par le passé, j'ai pu vous expliquer dans diverses vidéos que le véritable Ushimitsu n'était pas Yasui, mais bel et bien Denjiro, de par son rapport avec l'argent durant sa jeunesse, mais également au personnage historique auquel il était lié. Du côté de la mort orchestrée de Loiran, pas non plus de surprise, puisque ça rappelle ce que je pouvais vous expliquer dans ma review du chapitre 938. La première idée qui m'est venue est qu'on peut déjà justifier ça avec une scène similaire à l'arc d'Arlong Park, celle où Arlong va pour tuer Usopp, mais que Nami, se faisant passer pour une traître, s'interpose et dit qu'elle va le faire elle-même. Elle utilise alors un subterfuge en se transperçant la main pour faire croire que le sang jaillissait d'Usopp. Ici, on pourrait alors justifier que Kiyoshiro utiliserait un même leurre pour prétendre avoir tué Komurasaki et ainsi expliquer pourquoi il s'est interposé et a souhaité lui-même la tuer avant que le shogun le fasse véritablement. Ainsi, avec ce chapitre, Oda nous dévoile le véritable secret pour feindre la mort d'Iori. Elle se devait donc de porter en permanence durant sa couverture une poche de sang. Mais au-delà de certaines évidences, cette scène est pourtant marquée par un discours très subtil de la part de Denjiro, puisqu'il atteste vouloir séparer Loiran d'Orochi par la mort. Ici, il s'agit d'une référence historique associée à la véritable légende du personnage de Komurasaki au Japon. Je l'avais déjà traité par le passé dans une review, mais je vous repasse l'extrait pour ceux et celles qui n'auraient pas vu. Particulièrement celle nommée Les amoureux Komurasaki et Gonpachi du peintre Utamaro, portant ainsi le même rôle et non que le personnage dans One Piece. Dans la suite de la légende, ils tombèrent amoureux, mais Gonpachi refusa la vie de commerçant et la quitta pour chercher un emploi à Edo. Plus tard, il apprend que Komurasaki est devenue une prostituée qui se vend maintenant pour subvenir aux besoins de ses parents démunis. Son amant mènera alors une vie de débauche, d'assassinat, de vol et finira par être appréhendé et condamné à mort. Son amante éperdue, la courtisane Komurasaki, s'est suicidée sur sa tombe. Ainsi, l'histoire des deux amants séparés par la mort prend d'autant plus de sens quand on sait que Kiyoshiro se traduit mort par folie. J'ai donc trouvé ce clin d'œil de la part d'Oda très astucieux. On retourne quelques mois dans le passé, et plus précisément au moment où Kinemon et les autres ont fait le bond dans le temps, quittant Wano pour rejoindre Zou. Nous découvrons un échange entre Orochi et Kaido au sujet d'un indique. Il aurait révélé au shogun que 5 fourreaux ont pu traverser le temps grâce au pouvoir de Toki. Une scène qui nous ramène au chapitre 932 et explique davantage pourquoi Orochi était persuadé du retour des fantômes des Kozuki. Kaido semble alors surpris et va nous offrir un discours des plus intéressants. Il précise cette fois vouloir les garder en vie car il aurait quelque chose à demander à ce qu'il reste des Kozuki. Mais de quoi il pourrait s'agir? Si on remonte un peu en arrière dans l'arc Zou, Zoro avait fait remarquer que ce n'était pas sans raison qu'Oden puisse se faire exécuter. Et effectivement, Kaido avait tenté de leur soutirer des informations car leur maître était parvenu à atteindre Raftel aux côtés de Roger. Le point clé était donc ici. Kaido doit probablement vouloir des infos sur Raftel, voire même sur la lecture des poneglyphes. Puisqu'on le sait, Kaido en possède un, voire même deux si on compte celui d'Orochi trouvé par Brook dans le souterrain du château. Mais la question que je me suis posée est pourquoi avoir laissé échapper Momonosuke pour qu'il meure dans le château en feu?
peut-être que la raison de ce changement est due justement aux 20 années écoulées et que Kaido a compris ou souhaite désormais obtenir une chose qu'il ne convoitait pas par le passé. En tout cas, cette partie pour moi était vraiment intrigante. On passe désormais aux informations capitales de ce chapitre, puisqu'on en apprend un peu plus sur le profil de la formateur d'Orochi. On découvre l'apparence de son fruit du démon qui semble à nouveau avoir été donné par nos deux antagonistes machiavéliques, du vieux et de la sorcière. C'est le 4e fruit apparu grâce à ces personnages, celui de Barto pour le joueur de musique, celui de Bonchan pour la sorcière, celui du Yamata no Orochi pour Orochi, et désormais celui du traître. Donc soit cette femme les a récupérés durant son voyage, soit un véritable lien peut exister entre ces fameux Korozomi et les fruits du démon. Et qui dit multiples fruits du démon me rappelle forcément Barbe Noire, car c'est bien Teach qui les traque pour les donner à son équipage ou les consomme lui-même, exactement de la même manière qu'Higurashi distribue des fruits à ses alliés. De plus, faut pas oublier que Barbe Noire possède le fruit des ténèbres, faisant écho au nom de cette sorcière Korozomi, soit Charbon Noir Ténèbres. Enfin, l'ironie de la chose est que lorsqu'il rejoint pour la première fois l'équipage de Barbe Blanche, il est introduit au chapitre 965, soit précisément le même où cette femme fait son apparition. Donc, je sais pas vraiment ce que ça signifie, car il est bien trop tôt pour se prononcer, mais il était vraiment bon de noter ce détail. Enfin bref, après ces quelques pages, on retourne au présent avec les fourreaux en pleine tempête, et où la grande révélation tant attendue nous est enfin dévoilée. El famoso traître de Wano Kuni n'est autre que notre petit Kanjuro. Et comme certains le savent, c'est une de mes théories écrites il y a plus d'1 an et demi qui vient enfin de se confirmer. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à dire à son sujet, donc on va y aller point par point. Concernant le passé de Kanjuro, j'y reviendrai seulement en fin de vidéo. On va d'abord commencer par reprendre rapidement tout ce que j'avais dit par le passé et qui m'a mené sur la piste de ce traître. La première vidéo au sujet d'un traître datait de juillet 2018. À l'époque, je faisais mes vidéos en anglais et c'est ici que je vous ai raconté l'histoire du Japon. Et c'est seulement en octobre 2018 que j'ai décidé de développer une version française de cette théorie en collaboration avec Oji sur sa chaîne. Comme cette vidéo à l'époque n'avait pas été comprise par tous, je vous avais fait un petit récap entre l'histoire du Japon et Wano. Si vous souhaitez un peu mieux comprendre le choix d'Oda, je vous la conseille fortement parce qu'au-delà de la prédiction Kanjuro traître, elle m'a aussi permis de faire à l'époque le lien entre le gouvernement mondial et Wano Kuni, mais aussi ce qui pousserait Orochi à devenir shogun, son grand-père. Des éléments minimes qui finalement se confirmeront dans les derniers chapitres. Au fil du temps, j'ai développé cette hypothèse dans diverses vidéos et noté les différents indices qui pouvaient nous mener sur la piste d'un traître. La première fois était à l'arc Zou, où Inuarashi se demandait comment Jack pouvait se rendre sur cette île sans Vifgard, chose que lui soulignera Kanjuro dans ce chapitre. La deuxième à Dressrosa, où Doflamingo est averti de leur présence. La troisième dans le château en feu, où Kinemon précise que Kaido avait anticipé leur mouvement. La quatrième durant les bains, où le tatouage de la lune sur la cheville fut révélé, ce à quoi Shinobu s'interrogeait sur l'existence d'une taupe. La cinquième durant l'assaut d'Onigashima où tous les bateaux ont été détruits et qu'Orochi parlait de son indice fiable. La sixième au moment où Kaido dit à Oden qu'il y avait une taupe dans son propre château. Et enfin la septième quand par le passé, les fourrons ont décidé d'attaquer Orochi, mais qu'une fois encore, les sbires de Kaido avaient anticipé leurs actions. Oda avait donc depuis un certain temps accentué les références de la présence d'un traître parmi les fourreaux. Mais pourquoi Kanjuro? L'argument principal était donc lié à la véritable histoire de la fermeture du Japon, et à cette époque, deux clans se sont opposés. Et les gagnants ont pris la tête du shogunat grâce à l'aide d'un traître, et plus précisément, un peintre. Le deuxième indice était discutable, mais pouvait noter un foreshadow de la part d'Oda. Le choix de Kanjuro de dessiner un dragon, cette bête qui fait encore frissonner Momonosuke et Kinemon. Le troisième apparaît lorsque Yasuri révèle une trahison au sujet des flyers, et qu'à ce moment précis, Kanjuro se manifeste et daigne enfin prendre la parole après des années de silence et d'inutilité la plus totale. La quatrième, un peu plus complexe à expliquer, mais je vous en avais fait part dans la review du chapitre 938 qui concernait les déplacements incohérents de Kanjuro, apparaissant à Ringo pour se retrouver quelques pages plus tard à Ibisu. La cinquième par la diffusion de la formation erronée de 4000 membres actifs au lieu des 4200 prévus. Et enfin l'argument le plus simple mais le plus logique, la Vifgard de Zou qui ne pouvait avoir été transmise qu'à 3 personnes, Raizu, Kinemon et Kanjuro. C'est donc pour toutes ces raisons que j'en avais déduit qu'il ne restait que Kanjuro pour incarner le traître.
Mais même si je devais me réjouir que ma théorie se confirme, et je sais que je vais en décevoir certains, mais je peux pas cacher ma petite déception sur la manière dont Oda l'a amené. Même si, attention, cette révélation a été incroyable, je trouve qu'elle a été donnée bien trop rapidement. Kinemon soupçonne un trait, Kiku s'énerve et bam, Kanjuro balance. Je comprends pas pourquoi de cette manière et pourquoi maintenant. Il y avait vraiment aucune raison. Oda aurait pu largement continuer ce petit jeu de faux semblants, brain encore le public et justement jouer de ça. Il y avait tellement de potentiel à exploiter, une aussi belle scène et on a des cases qui s'y prêtent parfaitement. En particulier celle où le doute s'installait dans les regards de chacun des fourreaux. Ici, faire croire qu'il s'agissait de Kiku ou encore et surtout de Kinemon nous aurait davantage surpris et à la toute fin, quand nous, lecteurs, aurions été convaincus qu'il s'agissait du traître, révélé qu'il s'agissait de Kanjuro. Oda avait également la possibilité de mieux utiliser deux cases. Quand Kiku dit à Kinemon de trouver le traître, la case où Kinemon découpe Kanjuro aurait été juste parfaite. On aurait compris qu'il s'agissait d'un clone et le geste de Kinemon aurait été parfaitement justifié par le fait qu'il soupçonnait depuis longtemps mais ne voulait pas y croire. Oda aurait pu même dissimuler un petit indice supplémentaire en jouant avec l'élément qu'il a donné à cette île, la pluie. On le sait, l'eau est l'ennemi des fruits du démon, mais d'autant plus quand il s'agit de peinture. En jouant sur ça, ça aurait pu donner un indice pour comprendre que Kanjuro était un clone et que la pluie a diminué son pouvoir ou du moins fait couler sa peinture. À la place, Kanjuro craque sans réelle raison et il balance ça. Même Momo se met à avoir peur de Kanjuro alors qu'il était même pas dans le bateau pour entendre qu'il était le traître. Mais d'autant plus, comme l'a fait remarquer Goji, il se transforme pas en dragon alors qu'il est terrifié. Donc si je dois vraiment être objective dans cette review, je suis quand même obligée de souligner ce petit côté qui m'a dérangé, mais qui malgré tout n'enlève rien à la dramaturge installée autour de ce chapitre lors de la révélation. Outre ce petit détail, Oda révèle que Kanjuro feintait de ne pas savoir dessiner, parvenant même à créer un clone de lui à la perfection sans que quiconque n'ait pu le remarquer. Cette précision m'a donc ramené à ma théorie où j'émettais l'hypothèse que tout ceci n'était qu'une couverture et que bien au contraire Kanjuro devait probablement être un grand peintre à l'image du traître durant la véritable guerre du Japon. Mais bien au-delà de ça, j'avais poursuivi cette théorie en expliquant qu'il se pourrait que Wano Kuni ne soit qu'une peinture illusoire. Désormais avec cette nouvelle information, il y a énormément de choses à prendre en compte. Un peintre capable de donner vie à toutes ses œuvres, c'est comme donner le cerveau d'Oda à un théoricien, car il pu tout simplement brain complètement cette guerre. C'était déjà difficile de comprendre le jeu du qui est avec le double et parfois triple identité de chacun, mais si désormais Kanjuro est en mesure de dessiner n'importe quel personnage et lui donner vie, alors n'importe qui pourrait réapparaître. Et pire encore, c'est pas à exclure qu'il ait par le passé déjà utilisé ce procédé en remplaçant un personnage important de l'histoire sans que personne ne s'en rende compte. C'est donc une information capitale dans ce jeu des faux semblants qu'Oda vient nous offrir. Et c'est peut-être ce qui expliquerait pourquoi Kanjuro fut marqué par son changement d'apparence en cours de route. Avec l'avancée des chapitres, j'avais pu vous comparer son précédent design à celui de Kanjuro. Fait étrange, car si Kanjuro peut dessiner n'importe qui et créer des clones, alors cet indice pourrait prendre toute son importance à l'avenir. En tout cas, Kanjuro aura mené son rôle d'une main de maître, se vantant même de la mort du regretté Yasui et insinuant que son sacrifice était inutile. Et l'erreur pour moi de Kanjuro est ici et vient se confirmer avec l'arrivée du trio infernal qui s'était pas réuni depuis le chapitre 504. Il marque le grand retour de notre chapeau de paille qu'on n'avait plus revu depuis plus de 4 mois. C'est sur cette magnifique page qu'apparaissent Law, Luffy et Kid embarqués chacun sur leur bateau respectif. Ils balancent la petite réplique qui met tout le monde d'accord. En mer, c'est les pirates qu'on affronte. Et marque en plus de ça peut-être l'une des premières vraies batailles navales dans One Piece. À la surprise générale et sans qu'aucun des fourreaux ni l'armada de Kanjuro ne s'en aperçoivent, ils apparaissent comme des boss. Mais comment c'est possible? Alors, pour moi, l'explication se trouve du côté du mois d'octobre. J'avais discuté avec un ami, N, tu te reconnaîtras, de l'hypothèse où Law serait le mastermind qui démasquerait le traître. Je lui expliquais donc qu'il était possible que Law débarque de sous la mer grâce à son sous-marin et que tout serait une mise en scène de sa part. Concernant la disparition de la troupe des samouraïs, je pensais à 3 possibilités. Le pouvoir de sa room qu'il aurait mis en place à l'avance, faisant ainsi disparaître tout le monde. La seconde, grâce aux différents passages souterrains installés à Wano. Et enfin, la technique du revêtement
à l'image de Barbe Blanche prenant par surprise Marineford. Si le cas de l'enrobage se justifie dans le prochain chapitre, alors il serait bon de se demander quel allié de l'eau serait à l'origine de ce revêtement. On pourrait penser à Rayleigh, ce personnage qui fut introduit justement dans le même arc où ce trio fut réuni. Cependant, si l'histoire se répète et que les arcs sont en parallèle, alors cette fois, Oda pourrait enfin introduire le personnage que beaucoup attendent et lié à l'équipage de Roger comme l'était Rayleigh. Je pense évidemment à Scooper Gaban. Honnêtement, je n'ai strictement aucun indice qui me fait dire ça, à l'exception de ce que j'ai cité juste avant, c'est-à-dire un effet miroir de l'arc Sabaody et Wano Kuni. Mais d'autres possibilités peuvent exister puisqu'on le sait, Drake est un infiltré. En tout cas, je dirais que cette personne était peut-être la véritable carte maîtresse de l'eau et ça rejoindrait grandement une hypothèse que j'ai défendue il y a longtemps. Celle où le plan de l'eau consistait à déceler le traître. Et c'est la raison pour laquelle Kanjuro se trompe lorsqu'il dit que le sacrifice de Tonoyasu était vain. En connaissance de cause ou non, Yasui a finalement protégé Denjiro en prétendant être Ushimitsu. Mais bien plus encore, et ceci est théorique, mais en changeant lieu du rendez-vous, ça aurait pu permettre à Law, le grand stratège, de s'assurer de la présence d'un traître. Car oui, sans cette fuite supplémentaire, peut-être aurait-il détourné l'idée qu'il y ait une taupe parmi eux. De ce fait, et avec cette assurance, Law a pu établir un nouveau plan qui ne devait être dévoilé à aucun des fourreaux. Kikul dit bien, les informations divulguées par Kanjuro ont eu des dégâts collatéraux sur l'équipage de Law qui furent capturés. Et c'est grâce au chapitre 940 qu'on pourrait le comprendre. Il s'ouvre sur une cover très intéressante avec Barto, détenteur du même fruit du démon qu'utilisé par le passé Semimaru Kurozumi. On le voit créer une barrière séparant les Mugiwara des signes du zodiaque chinois, dont le dragon et le serpent. Peut-être serait-ce un foreshadow d'une arrivée future de Barto ou de la technique employée par Law pour protéger l'armée des samouraïs. En tout cas, c'est dans ce chapitre précis que plusieurs informations nous sont données. Une nouvelle stratégie est mise en place à cause de la fuite, Kanjuro se manifeste pour la première fois depuis bien longtemps, Law décide de sauver ses compagnons, et enfin Yasui entre en scène, ce qui amène aux conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc, penser que la mort de Yasui était vaine, c'est pour moi tout l'inverse. Le sacrifice de cet homme aurait bouleversé le jeu de Roshi, menant l'avantage du clan Kozuki et peut-être permis à Law de démasquer le traître. Ce qui m'amène désormais à une hypothèse supplémentaire au sujet de Kanjuro. Il y a quelques semaines, je vous disais dans mon dernier live qu'un autre personnage pouvait être lié à lui. Ce chapitre ayant révélé sa véritable identité, j'ai donc pas eu le temps de la publier, du coup je vais en profiter pour en parler directement ici. Dans ma vidéo Le message caché d'Oda, je vous expliquais la véritable inspiration de chacun des fourreaux, le théâtre Kabuki. Concernant Kanjuro, il était tiré du Renjichi, une danse du kabuki mettant en scène deux lions, un rouge et un blanc. Le rouge étant Kanjuro, il manquait le lion blanc. Mais en réalité, Oda l'avait déjà introduit. Et c'est ici que tout devient de plus en plus étrange. Car le lion blanc est apparu sous les traits d'un membre du groupe qui traite justement avec Orochi, Kumadori du Cypher Pole. Je ne sors pas ce personnage par pur hasard puisque Oda l'a réellement surnommé le lion. Outre son allure typiquement japonaise et son nom de famille associé au traditionnel kabuki, son histoire est très particulière puisque Oda semble avoir développé une partie de son passé. On y découvre que sa mère serait toujours en vie, lui qui pourtant lui dédiait une danse dans les mini-aventures du CP9 après leur échec face aux Mugiwara. Mais la clé et le reliant à Kanjuro est ici. Kumadori a le pouvoir de contrôler ses cheveux à son bon vouloir et ainsi s'en servir en combat. Kanjuro, quant à lui, a été introduit dans le flashback d'Oden comme psychopathe attaquant les gens afin de couper leurs cheveux pour s'en faire des pinceaux. Oda a donc bien inséré dans son manga les deux lions avec Kanjuro et Kumadori ainsi qu'un passif parental théâtral très rapproché. Pourtant, leur nom de famille et île natale diffèrent. Kanjuro porte celui de Roshi, Kurozumi et provient de Wano Kuni, alors que Kumadori est son nom de famille et vient de South Blue. Soit la même île natale et le préfixe de Kuma, et Kuma est important puisque je vais en parler juste après pour comparer Kanjuro à sa déshumanisation. Le tout est désormais de savoir pourquoi Oda a fait ce choix. C'est peut-être sans importance, mais je tenais juste à vous le préciser dans cette vidéo car je trouvais que cette information méritait vraiment d'être soulignée, d'autant plus avec ce chapitre. Et c'est donc sur le passif de Kanjuro que j'aimerais conclure cette vidéo, car la mise en place de son passé est pour moi une des parties les plus captivantes de ce chapitre. On apprend beaucoup de choses à son sujet et les raisons qui ont poussé Kanjuro à incarner le rôle du traître.
Ce garçon, héritier de la lignée du clan Kurozumi, la même Koroshi, est issu d'une famille de comédiens qui fut décimée sur scène à cause de la répression de Wano, alors que son unique but était de jouer son plus grand rôle et mourir sur scène. Après Kaido, voici maintenant Kanjuro, à croire que cette île semble loger une épée de Damoclès. Finalement, il aura endossé le plus grand rôle de sa vie à la perfection, et on ne peut le blâmer pour ça. Lorsqu'on voit la description d'Orochi faite de lui, on a véritablement cette sensation qu'il est une vraie machine. Il n'a pas de cœur, pas de sentiments, et suit inlassablement les ordres, ce qui rappelle beaucoup le comportement de Kuma avec les pacifistas, un robot sous les traits d'un homme. Et je dois dire que la manière dont Oda tourne ça mérite toute mon admiration. Il respecte les codes kabuki à la perfection. Il offre un jeu d'acteur idéal à Kanjuro, de par ses références théâtrales, mais surtout emploie la définition parfaite du kabuki. Utiliser des dispositifs scéniques destinés à souligner les paroxysmes et les retournements de la pièce. Et ici, c'est exactement ça. Plus qu'un traître, Kanjuro aura finalement endossé un rôle tragique en levant le rideau sur son passé. La perte de ses parents et le fait de devoir vivre sous des masques continuellement l'a transformé en une âme vide, le poussant à ne plus avoir de sentiments propres, de personnalité propre. À la différence des habitants d'Ebisu qui se devaient de garder un sourire permanent et involontaire pour cacher leur souffrance, ici, Oda renverse la donne. Kanjuro s'est vu peindre un grand sourire sur son visage tout en étant dénué de sentiments à l'intérieur. Et il nous le fait remarquer avec sa création Ryunosuke, une œuvre à laquelle il donna vie, et pourtant, seul Nico Robin dressera une tombe à son effigie. Kanjuro, lui, n'a montré aucun sentiment envers son art. Et c'est sur ce point que j'aimerais vraiment faire une grosse parenthèse sur ce chapitre. Une chose extrêmement importante et dont beaucoup passent à côté. Pourquoi Oda crée-t-il des personnages tels Orochi ou Kanjuro? Je me suis toujours répétée sur ce point essentiel, mais pour moi, Oda ne fait jamais des méchants pour être méchants. Il y aura forcément un passif qui les a menés à être ce qu'ils sont. Beaucoup les traitent de FDP ou autres, sur le coup, c'est en effet ce qu'on peut se dire, et je peux blâmer personne, moi la première. Cependant, j'aimerais amener une autre vision, celle qui vous mènera à vous questionner sur le véritable but d'Oda et le message qu'il pourrait laisser derrière tout ça. Depuis 22 ans, la chose primordiale de ce manga a toujours été de regarder le point de vue de l'autre. La mise en situation avec les hommes-poissons en est l'exemple parfait. Les humains ont rendu esclaves les hommes-poissons, alors Arlong et Oda Jones ont rendu les humains esclaves. Et bien pour Wano, c'est exactement la même chose. Oda a pris le parti de développer le point de vue des Kozuki, celui de comprendre leur envie de vengeance face à la terreur d'Orochi. Pourtant, Kanjuro et Orochi ont vécu exactement la même chose, si ce n'est plus. Si Oda demain nous avait développé l'histoire du point de vue de Kanjuro ou Orochi, leur traque incessante, leur famille décimée et humiliée, sous le seul prétexte de leur descendance, leur lignée, je pense que notre point de vue aurait été différent. Finalement, cette boucle infernale ne cesse de tourner continuellement, une haine qui se perpétue et pratiquant la loi du talion, ce fameux terme vengeance, et où chacun d'eux n'est que la marionnette d'un autre. Orochi étant celle de la sorcière et Kanjuro celle d'Orochi, et ainsi de suite. C'est précisément pourquoi le rôle de Luffy se devra d'apporter la lumière et qu'il est l'élu. Celui qui lutte contre toute discrimination et injustice brisera enfin cette boucle infinie pour que tous parviennent un jour à pardonner. Et c'est vraiment sur ces mots que j'aimerais conclure. Les générations futures ne sont pas celles d'hier et n'ont pas à perpétuer la haine des anciens. C'est seulement à ce moment précis, quand les gens cesseront de se battre pour les actes passés, qu'ils parviendront à être libres. Le véritable sens du mot liberté. Et qu'une fois de plus, Oda maîtrise sa morale à la perfection dans ce chapitre. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu. On se retrouve pour les prochaines théories ou reviews. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace.